Ma petite amie m'a appelé, paniquée, à 3 heures du matin. Ma fille a de graves ennuis. Envoie-moi 14 000 € immédiatement, sinon elle va tout perdre. Et ce sera de ta faute. J'ai répondu, appelle son père, puis j'ai raccroché et je suis allée voir mes enfants qui dormaient. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre appel. Pas de sa fille, mais du commissariat de police. J'avais passé 12 ans à apprendre à garder mon calme pendant que les autres paniquaient. Dans mon univers, la panique gâchait les diamants. Elle poussait des maris fortunés à exiger des délais impossibles pour des bracelets d'excuses. Elle faisait fondre en larmes des mariés pour des imperfections invisibles à l'œil nu. Et elle poussait des familles en deuil à s'accuser mutuellement de vol avant même que j'aie fini d'estimer la bague d'une grand-mère disparue. La panique faisait trembler les mains, monter les voix, pourrir le jugement. J'avais bâti ma réputation sur l'exact opposé. J'étais le joaillier chez qui l'on venait quand les sentiments et l'argent étaient si intimement liés qu'un seul faux pas pouvait briser les deux. C'est pourquoi, lorsque ma compagne m'a appelé à 3 heures du matin en hurlant dans le téléphone, ma réponse a été assez glaciale pour couper du verre. Mathieu, a pleuré Séverine. Ma fille a des ennuis. Envoie 14 000 €. Tout de suite, sinon elle va tout perdre et ce sera de ta faute. Je me suis redressée d'un coup dans mon lit, désorientée pendant une fraction de seconde. Puis instantanément réveillée. Le réveil sur ma table de chevet affichait 3h07. La maison était silencieuse. Au bout du couloir, mes enfants, Lucas, 10 ans, et Léna, 7 ans, dormaient profondément. « De quoi tu parles ?» ai-je demandé. « Ne commence pas » a-t-elle sangloté. « Chloé a besoin de cet argent. Immédiatement. On n'a pas le temps d'expliquer. Si tu ne l'envoies pas dans les 20 prochaines minutes, elle est ruinée. Son appartement, sa voiture, ses comptes, elle perd tout. » Je suis sortie du lit pour aller dans le couloir, en baissant la voix. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Elle a fait une erreur, d'accord, a rétorqué Séverine, pleurant une seconde. Et furieuse la suivante. Elle a fait confiance à la mauvaise personne. Il y a un versement à faire. Si le virement n'est pas effectué cette nuit, elle perd tout. Je savais que tu rendrais les choses difficiles. Je me suis dirigée vers la chambre de mon fils et me suis arrêtée sur le seuil. Lucas dormait en travers de son lit, un bras pendant dans le vide. Puis j'ai jeté un coup d'œil à Léna. Blottie sous sa couverture, sa veilleuse projetant de douces étoiles sur le mur. Et j'ai dit très calmement, appelle son père. Un silence s'est installé. Puis Séverine a inspiré brusquement. Pardon. Appelle son père, ai-je répété. Ou appelle la banque, un avocat, ou la police. Mais je ne vais pas virer 14 000 € à 3 heures du matin. Simplement parce que tu hurles. Comment peux-tu être aussi insensible? A-t-elle sifflé. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que j'ai fait pour tes enfants, si Chloé gâche son avenir ce soir, ce sera de ta faute. J'ai gardé les yeux fixés sur les chambres de mes enfants. Bonne nuit. Séverine. Puis j'ai raccroché. Pendant un long moment, je suis restée là, dans le silence, le téléphone encore à la main. Je savais à quoi ressemblait la vraie peur. Je savais aussi à quoi ressemblait la manipulation. Et ces derniers temps, Séverine ressemblait beaucoup plus à la seconde option. Le lendemain matin, je n'étais pourtant pas préparée à recevoir cet appel du commissariat. Non pas à cause de Chloé, mais à cause de Séverine. Monsieur Mathieu Prévost, a demandé une voix d'homme. Oui. Ici le brigadier-chef Bernard, du commissariat de Versailles. Nous aurions besoin que vous passiez au poste concernant Madame Séverine Valois. Elle a été placée en garde à vue vers 4h30 ce matin.
Je me suis appuyée contre le plan de travail de ma cuisine. Mon café refroidissait, intouché. Lucas mangeait ses céréales. Léna se débattait avec une banane et perdait la partie. Pour quel motif? Ai-je demandé. Il y a eu une courte pause. Escroquerie, entre autres. Elle a demandé à ce que nous vous contactions. Tout mon corps s'est glacé. Après avoir déposé mes enfants à l'école, je me suis rendue au commissariat. Séverine avait une mine affreuse. Ses cheveux étaient emmêlés, son mascara avait coulé, et cette allure soignée et coûteuse qu'elle arborait habituellement comme une armure s'était fissurée sous les néons et la fatigue. Mais dès qu'elle m'a aperçue, sa colère est revenue au galop. « Tu m'as laissé croupir ici » a-t-elle dit à travers l'hygiaphone. « J'avais besoin de toi. » J'ai décroché le combiné de mon côté. « Et c'est encore » ai-je répondu. Elle m'a lancé un regard noir. Chloé a disparu. Cela m'a touché plus durement que je ne m'y attendais. Je n'avais jamais été proche de la fille de Séverine, mais je la connaissais. Chloé avait 22 ans, elle était jolie d'une manière superficielle et calculée, et elle semblait toujours légèrement offensée que je n'endosse pas le rôle de père que Séverine essayait constamment de m'imposer. Je payais parfois le restaurant, j'avais réparé le fermoir cassé de l'un de ses colliers, et je l'avais même aidé une fois à vendre une montre, mais je n'ai jamais joué au papa. Elle en avait déjà un. Disparu, ai-je répété. Séverine a dégluti. Elle devait livrer quelque chose pour moi hier soir. Je me suis figée. Livrer quoi? Un paquet? Quel genre de paquet? Ses yeux ont fui mon regard. La réponse est venue plus tard de la capitaine Royer, dans une salle d'interrogatoire grise. Des bijoux. Des bijoux volés. Elle a étalé des photographies sur la table métallique devant moi. Des plateaux de velours. Des sachets de preuves en plastique. Des montures en or. Des pierres précieuses non montées. C'est alors que j'ai aperçu un collier de saphir que j'ai reconnu. Immédiatement, car je l'avais moi-même remonté 6 mois plus tôt pour l'une de mes clientes. Mon estomac s'est noué. Nous avons exécuté un mandat de perquisition à l'appartement de Mademoiselle Valois ainsi que dans un box de stockage loué au nom de sa fille, a expliqué la capitaine Royer. Nous avons retrouvé des objets liés à 6 plaintes pour vol jusqu'à présent. J'ai fixé les photos du regard. Séverine revendait des bijoux volés, servait d'intermédiaire, falsifiait leur provenance, utilisait ses relations personnelles pour repérer des pièces de valeur, puis les écoulait auprès d'acheteurs privés avant même que les propriétaires ne remarquent leur disparition. La capitaine a marqué une pause. Nous avons également trouvé des documents liés à votre boutique. J'ai relevé brusquement la tête. Ma boutique? Je ne dis pas que vous étiez impliqué, a-t-elle précisé. Je dis simplement que votre nom est apparu. Pendant une seconde atroce, mon cœur s'est arrêté de battre. J'étais le propriétaire de l'atelier Prévost, une maison de joaillerie dont la réputation reposait presque entièrement sur la confiance. Je dessinais des bagues de fiançailles sur mesure, restaurais des bijoux de famille, expertisais des pièces de succession et menais des consultations privées pour des clients qui me confiaient des objets bien plus précieux que de l'argent. Ma réputation était tout ce que j'avais. Si mon nom se retrouvait mêlé à un recel de bijoux volés, mon entreprise pouvait s'effondrer avant même que j'aie la moindre chance d'expliquer quoi que ce soit. Je n'ai jamais sciemment touché à de la marchandise volée, ai-je déclaré. Alors aidez-moi à comprendre comment votre compagne a pu avoir accès à des informations sur les bijoux de vos clients. La réponse était si simple qu'elle m'a donné la nausée. C'était parce que je lui
Faisais confiance. Non pas en lui confiant l'accès à mon coffre-fort, à mon inventaire, à mes comptes ou à mes dossiers professionnels, mais simplement par le biais de nos conversations, à travers ces détails ordinaires et anodins que les couples partagent au cours d'un dîner. Madame Beaumont a enfin récupéré son collier de saphir. Les Devigny n'ont toujours pas cherché leur boucle d'oreille en émeraude. Un client a failli s'évanouir aujourd'hui quand je lui ai annoncé le prix d'une bague de 5 carats. Sur le moment, cela me semblait tout à fait naturel. Séverine se montrait toujours fascinée par mon métier. Elle se penchait sur mes croquis, posait des questions sur les montures, m'écoutait quand je lui expliquais les tailles anciennes ou les techniques de restauration. Je pensais qu'elle s'intéressait à moi. Je comprenais à présent qu'elle étudiait mes accès. Elle écoutait, ai-je murmuré, et je parlais trop. La capitaine a fait glisser une feuille sur laquelle étaient imprimés des messages. Séverine et Chloé. Des noms, des estimations de valeur, des annotations. Âgée, négligente. Voyage souvent. Jour de la femme de ménage, mardi. Mathieu dit que le collier revient de l'atelier vendredi. Fenêtre de tir ouverte. J'ai fixé la page jusqu'à ce que les mots se brouillent sous mes yeux. J'ai pensé à mon établi, mes outils, mon monocle de joaillier, à cette patience tranquille et presque sacrée. Nécessaire pour restaurer un objet qui comptait profondément pour quelqu'un. Et pendant tout ce temps, la femme qui partageait ma vie transformait ma confiance en liste de courses. Quand est-ce que ça a commencé, ai-je demandé. Il semblerait que cela remonte à près d'1 an. J'étais avec Séverine depuis 14 mois. Nous nous étions rencontrés lors d'un gala de bienfaisance, à une époque où je commençais enfin à avoir l'impression que ma vie d'après-divorce ne se résumait plus à une simple gestion de crise. Mon ex-femme, Céline, m'avait quitté de manière inattendue 5 ans. Plutôt pour un collègue de travail. Il n'y avait pas eu d'explosion théâtrale. Juste de la paperasse, des plannings de garde alternés et le démantèlement propre et efficace de ce que je pensais être notre vie. J'avais survécu à cela en m'imposant une discipline de fer. Je travaillais. Je m'occupais de mes enfants. Je bâtissais des routines. Je ne laissais aucune place au chaos. Puis, Séverine était arrivée. Au début, elle rendait tout plus simple. Elle apportait de la soupe quand Léna était malade. Elle se souvenait de la kermesse de l'école. De Lucas. Elle riait à mes plaisanteries les plus froides comme si elle était réellement drôle. Elle me regardait comme si je n'étais pas seulement un père célibataire fatigué avec la marque d'un monocle de joaillier éternellement gravé sur l'arête du nez. Pendant un temps, je l'ai cru. Puis sont venues les demandes. D'abord modestes. Les réparations de sa voiture, le loyer de Chloé, une pension alimentaire en retard de la part de son ex-mari. Pouvais-je l'aider juste pour cette fois? Pouvais-je combler un découvert? Pouvais-je intervenir sous prétexte que j'étais le seul homme fiable dans leur vie? Parfois, j'acceptais. Non pas parce que cela me plaisait, mais parce que Séverine présentait chaque geste comme une preuve de ma noblesse de caractère. Tu n'es pas comme les autres hommes, me disait-elle doucement. Toi, on peut compter sur toi. Et quand j'hésitais, son ton changeait instantanément, je suppose que je me suis trompée sur ton compte. Ce doit être agréable de compter ses sous pendant que ma fille souffre. Tes clients dépensent plus pour un simple bracelet que ce que je te demande. La première fois que j'ai eu de réels doutes, c'était 3 mois avant son arrestation, quand j'ai découvert que l'argent envoyé en urgence pour les frais de scolarité de Chloé était parti directement dans un hôtel de luxe à Saint-Tropez. Chloé avait prétendu s'être fait escroquer.
Séverine avait fondu. En larmes, l'avait qualifié de jeune, stupide et fragile. Je voulais y croire. Mais après cet épisode, j'ai commencé à être plus attentif. Les histoires changeaient. Les chiffres ne correspondaient pas. Chloé apparaissait avec des chaussures de créateur après avoir supplié qu'on lui donne de quoi faire ses courses. Séverine a commencé à s'isoler dans d'autres pièces pour prendre ses appels. Un jour, elle s'est attardée trop longtemps devant un plateau de diamants bruts dans mon atelier et m'a souri. « Tu n'es jamais tenté ?» m'a-t-elle demandé. Sur le coup, j'avais ri. Aujourd'hui, ce souvenir me soulevait le cœur. La capitaine a poursuivi, nous pensons qu'elle ciblait l'entourage des propriétaires de bijoux de grande valeur, pas toujours les propriétaires eux-mêmes. Le personnel de maison, la famille proche, les livreurs, les équipes de nettoyage. Hier soir, Chloé a tenté de remettre un collier à un policier infiltré qui se faisait passer pour un acheteur. Elle a pris la fuite. Fuir. Où? Nous ne le savons pas encore. Je me suis frotté le visage. Séverine m'avait donc réclamé 14 000 €. Pourquoi? Pour racheter le bijou? Pour couvrir un paiement, pour fuir, ou les deux? La capitaine m'a observé un instant. Les gens comme elle demandent rarement de l'argent en urgence pour la raison qu'ils prétendent. Les gens comme elle. Ces mots auraient dû me paraître durs. Au lieu de cela, ils sonnaient terriblement justes. Les 2 jours suivants ont été un tourbillon de gestion de crise. Mon avocat est intervenu. Iris, ma directrice de boutique, a verrouillé tous les dossiers clients et tous les accès de la bijouterie. L'atelier Prévost était situé dans l'une de ces vieilles ruelles pavées aux façades de pierre de taille, où les vitrines étaient d'une propreté impeccable et les systèmes de sécurité invisibles. Mon atelier, situé à l'arrière, avait toujours été le seul endroit au monde où je me sentais en parfaite adéquation avec moi-même. Un établi blanc, des outils en acier, des plateaux de velours, une lumière pure. Ce jour-là, l'endroit me semblait souillé. Iris a fermé la porte de mon bureau et a croisé les bras. À quel point est-ce grave? Je lui ai tout raconté. Quand j'ai eu fini, elle a dit, je ne l'ai jamais aimé. Je l'ai regardé. C'est une information qui m'aurait bien servi. Elle observait trop de choses, a ajouté Iris. Pas comme quelqu'un qui admire le savoir-faire, mais plutôt comme quelqu'un qui cherche des failles. Je suis resté assis en silence. Puis elle a ajouté, sans méchanceté, tu es doué pour réparer les choses abîmées, Mathieu. Pas toujours pour repérer les gens dangereux. Cette remarque m'a touché en plein cœur. J'ai appelé mes clients personnellement avant que les rumeurs ne fassent leur œuvre. Je leur ai expliqué que les forces de l'ordre menaient une enquête sur une tierce personne n'ayant aucun accès autorisé à mon inventaire ni à mes dossiers confidentiels. Je me suis excusé pour le désagrément. J'ai proposé des audits de sécurité et des réévaluations gratuites de leurs biens. Certains ont été ébranlés, d'autres sont restés froids, mais la plupart m'ont écouté parce que j'avais pris les devants. Une veuve a fondu en larmes au téléphone en me disant, je savais bien que ce ne pouvait pas être vous. Vous êtes le seul homme à avoir jamais manipulé la montre de mon défunt mari comme si elle lui appartenait encore. Ces mots ont failli me briser. À la maison, je n'ai dit à mes enfants que le strict nécessaire. Séverine ne viendra plus ici, leur ai-je annoncé. Léna a froncé les sourcils. Elle a fait quelque chose de mal? Oui. Est-ce que tu as des ennuis toi aussi? Cette question m'a fait plus de mal que tout le reste de cette journée. Non. Ai-je répondu, mais j'ai fait une erreur en faisant confiance à quelqu'un. Lucas m'observait depuis le pas de la porte.
Il était assez grand pour comprendre les non-dits des adultes. Est-ce qu'on est en sécurité, a-t-il demandé. J'ai regardé mes 2 enfants. Oui, ai-je affirmé, vous l'êtes. Et c'est à cet instant précis que j'ai compris pourquoi j'avais répondu à Séverine de cette façon à 3 heures du matin. Une partie de moi savait déjà. Pas les détails, pas les délits exacts, mais la nature profonde de la situation. Le chaos, la culpabilité artificielle, cette exigence de me rendre responsable d'un désastre que je n'avais pas provoqué. Appelle son père. J'avais choisi mes enfants plutôt que sa panique sans même y réfléchir. Pour une fois, mon instinct avait pris le pas sur la culpabilité. Le 3e jour, ils ont retrouvé Chloé. Elle n'était ni morte ni blessée. Elle se cachait dans un hôtel de banlieue à une 60aine de kilomètres, essayant d'utiliser une fausse carte d'identité et une carte bancaire signalée. Séverine a demandé à me revoir après cela. J'ai failli refuser. Puis j'ai repensé aux messages, aux dégâts, aux mensonges. J'y suis allée. Cette fois, elle semblait moins en colère et beaucoup plus désespérée. Tu dois m'aider, a-t-elle dit dès que j'ai décroché le combiné. Non. Son visage s'est crispé. Ils vont m'enterrer. Tu t'es enterrée toute seule. J'ai fait ce que je devais faire. Elle s'est rapprochée de la vitre. Tu crois vraiment que les hommes comme toi s'en sortent en restant honnêtes tout le temps? Tous les gens qui ont de l'argent sont corrompus. J'ai juste appris les règles du jeu. Quelque chose en moi s'est définitivement refroidi. Non, ai-je répondu. Doucement. Tu as juste appris à piller la confiance des autres parce que tu étais incapable de bâtir quoi que ce soit par toi-même. Elle m'a fixé du regard. J'ai continué, je fabrique des objets qui se transmettent de génération en génération. Je remonte des pierres de mariage qui ont duré 50 ans. Je répare des médaillons contenant des photos de bébés. J'accompagne des personnes dans les pires moments de leur vie pour les aider à préserver ce qu'il leur reste. C'est mon travail. C'est mon nom. Et toi, tu t'asseyais à mes côtés en souriant tout en transformant cela en un simple catalogue de cibles. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je n'y croyais plus. Je t'aimais, a-t-elle chuchoté. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, tu aimais l'accès que je t'offrais. Le coup a porté. Son visage s'est décomposé. Pendant une seconde, j'ai vu la vérité derrière le masque, la honte, la rage, l'humiliation se disputant chaque parcelle de ses traits. Puis elle a marmonné, s'il tenait vraiment à Chloé, ils auraient donné cet argent. Je l'ai observé. Son père a refusé, n'est-ce pas? Elle a détourné le regard. Tout s'expliquait enfin. Elle ne m'avait pas appelé parce que j'étais quelqu'un de spécial pour elle. Elle m'avait appelé parce que j'étais disponible, utile, joignable, la cible là. Plus facile. En quittant le commissariat ce jour-là, je ne me suis pas retournée. Les retombées ont duré des mois. Il y a eu des dépositions, des vérifications de registres, des entretiens avec les assurances, des rumeurs, et cette semaine particulièrement pénible où un chroniqueur local a rédigé un article suffisant sur le milieu du luxe et le flou éthique, frôlant mon univers d'assez près pour inquiéter mes clients sans toutefois me nommer. Le chiffre d'affaires a chuté, puis s'est stabilisé, avant de remonter lentement. La confiance revient comme l'argenterie ancienne retrouve son éclat, jamais d'un seul coup, et jamais sans effort. J'ai tout changé. Plus de discussions professionnelles à la maison, plus de confidences légères, plus de charme qui puisse court-circuiter mon instinct, et plus jamais de confusion entre le besoin qu'on a de moi et l'amour qu'on me porte. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit dans le calme retrouvé. Après le départ de Séverine, ma vie m'a semblé plus légère.
Pas plus facile. Simplement plus légère. La maison était plus paisible. Mes enfants ont cessé de demander si elle allait passer. Je passais mes soirées à aider Lucas à souder des pièces sur un robot miniature ou à laisser Léna trier des pierres de faible valeur dans de petits plateaux en leur donnant des noms farfelus. Celle-ci, la rose, c'est le bonbon du coucher de soleil. La verte, c'est la pomme du dragon. J'ai recommencé à rire. Un samedi après-midi, en plein travail, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre de l'atelier et j'ai réalisé que je n'avais plus l'air d'un homme qui s'attend à recevoir un coup. La dernière surprise est survenue 7 mois plus tard, à la suite d'une audience, au cours de laquelle j'ai dû témoigner sur la façon dont Séverine avait obtenu un accès indirect aux informations concernant le transit de certaines pièces. Chloé était là elle aussi, plus mince, plus silencieuse, dépouillée de tout ce vernis qu'elle arborait autrefois à l'image de sa mère. Alors que je sortais dans le froid, j'ai entendu mon prénom. Mathieu. Je me suis retournée. C'était Chloé. Pendant une seconde, je l'ai à peine reconnu sans son habituelle mise en scène. Qu'y a-t-il, ai-je demandé. Elle a avalé ça. Salive. Je ne suis pas venue pour te demander de l'argent. C'est mieux. Ainsi. Une ombre d'embarras a traversé son visage. Je voulais juste te dire que tu avais raison. Je n'ai rien dit. Elle répétait toujours que les hommes nous devaient quelque chose, que le monde était injuste. Que prendre à ceux qui possédaient plus n'était pas vraiment du vol. Chloé a baissé les yeux vers ses mains. Je la croyais, parce que c'était plus facile que d'admettre que j'étais en train d'adopter exactement le même comportement qu'elle. J'ai laissé le silence s'installer. Puis elle a murmuré très doucement, « Tu as été la première personne à nous dire non sans t'excuser. » Cette phrase m'a poursuivie pendant des jours, non pas parce qu'elle me flattait, mais parce qu'elle expliquait tout. Les gens comme Séverine et Chloé se nourrissaient de la complaisance de la culpabilité d'autrui. Ils insistaient jusqu'à ce que les limites fixées semblent cruelles et la résistance égoïste. Ils qualifiaient d'urgence ce qui n'était que de l'arrogance, et ils comptaient sur le fait que les gens honnêtes hésiteraient juste assez longtemps pour devenir exploitables. La seule chose qu'ils redoutaient véritablement était une porte fermée. Ce soir-là, après avoir couché mes enfants, je me suis installée seule dans mon atelier. Sur l'établi devant moi se trouvait une bague ancienne que je reconstruisais depuis des semaines. Une pièce en platine de style Belle Époque, sertie de petits diamants usés par un siècle d'existence, de frottement et d'intempéries. Sous la lampe, le métal accrochait la lumière en une fine ligne d'un blanc pur. Je l'ai saisie avec mes bruxelles et j'ai pensé à la pression. Trop de chaleur peut altérer une pierre. Utilisée correctement, elle peut aussi refaçonner une monture pour la rendre assez solide pour durer un autre siècle. Mon téléphone a vibré une fois, affichant un numéro inconnu, puis s'est éteint. Je l'ai posé face contre table sans chercher à savoir de qui il s'agissait. Dehors, la rue était silencieuse. À l'intérieur, la boutique résonnait de ces bruits discrets et sincères auxquels je me fiais, le souffle de la ventilation, le tintement du métal, le frottement des outils, le silence de la patience. Je me suis penchée à nouveau sur la bague. J'avais passé une trop grande partie de ma vie à secourir des personnes qui considéraient l'aide comme un dû. Trop de temps à confondre la gestion de crise avec l'intimité. Trop d'attention accordée à des gens dont le seul véritable talent consistait à transformer l'urgence en moyen de chantage. C'était fini. Désormais, quand on s'adressait à moi, on obtenait mon savoir-faire, mon intégrité et mon tarif. Rien d'autre. Pas d'accès dissimulé, pas de passe-droits affectifs, pas de chantage nocturne déguisé en sentiment. Et si jamais un téléphone se remettait à sonner à 3 heures du
Matin pour tenter de me faire porter le fardeau du chaos d'un autre, je savais désormais exactement ce que je ferais. J'irai m'assurer que mes enfants dorment bien. Je protégerai ce qui m'appartient. Et je laisserai les coupables s'expliquer avec la police.